La Grande Place de Bruxelles, notre première étape, évoquait les secrets de l'alchimie à travers des symboles énigmatiques. Pour les comprendre, elle invitait à faire le voyage à Saint-Jacques de Compostelle. Un voyage alchimique que nous avons entrepris avec Patrick Burenstenas, scientifique et alchimiste. Pendant des millénaires, de nombreux voyageurs ont pris la route pour l'ouest de l'Espagne, objet d'une quête mystérieuse. Ils partaient de différents endroits d'Europe, et de Bruxelles en particulier. Avant d'être une ville, c'était un marécage. Et à cet endroit-là, l'endroit où il y a l'étoile qu'on voit ici derrière, eh bien, il y avait une pierre levée. Et c'est à partir de cette pierre levée qu'on démarrait notre voyage pour trouver la matière première de la pierre philosophale. À Chartres, notre deuxième étape, la cathédrale, édifiée elle aussi sur d'anciens mégalithes, nous a appris à percevoir un lien entre la matière et l'esprit. Le labyrinthe nous a fait faire nos premiers pas. Eh bien, en réalité, c'est un escalier, mais un escalier qui ne monte pas dans l'espace. Alors, s'il ne monte pas dans l'espace, eh bien, il doit monter dans autre chose. C'est peut-être un escalier qui nous permet de monter dans l'esprit. Dans la troisième étape de notre voyage alchimique, au Mont Saint-Michel, nous sommes allés au contact, ici encore, d'anciens mégalithes, dans la crypte de Notre-Dame sous terre. En alchimie, on dit « tu trouveras la lumière même au cœur des ténèbres ». Et c'est pour ça qu'on parle d'un feu caché. Comme les alchimistes, les anciens désiraient relier cette énergie de la terre à celle du ciel. On utilisait par exemple des pierres levées qui faisaient comme des paratonnerres à l'envers, c'est-à-dire qui permettaient à la terre de rayonner sa propre lumière vers l'extérieur. Et c'est ce que Saint-Michel essaye de faire ici même. En faisant l'ascension du Mont Saint-Michel, on a senti que la matière pouvait se transformer, s'ouvrir. C'est comme si les règles mêmes de la physique changeaient pour glisser doucement vers une métaphysique rationnelle. Puis nous avons rejoint d'autres chemins de Saint-Jacques et traversé l'Aubrac. De nombreux dolmens annonçaient notre quatrième étape, Rocamadour. Nous y retrouvions Saint-Michel avec Durandal, l'épée légendaire que Roland avait à Roncevaux au moment de sa mort. Saint-Michel a attrapé cette épée, l'a lancée, elle est venue se planter ici où elle est toujours. C'est presque une flèche qui nous indique la suite de notre pèlerinage. Tout à côté, une porte nous a ouvert les secrets de la nature. C'est ce qu'on appelle une porte entre les mondes, c'est-à-dire une manière de percevoir la réalité non ordinaire. Celle des esprits de la nature. Ils aideront l'alchimiste à réaliser le grand œuvre. On est dans un endroit qui est en dehors du temps, vraiment un lieu magique, ce qui nous permet de retrouver peut-être quelque chose qu'on avait perdu, mais qu'on ne doit pas perdre surtout si on suit cette voie, c'est notre qualité d'émerveillement. Alors on va continuer notre chemin en quête de notre matière première, qu'on trouvera à un endroit particulier à Saint-Jacques. Après Rocamadour, le chemin de Saint-Jacques se présente comme une succession de ponts et de portes. Serait-ce une route vers un autre monde? Le pont Valentré à Cahors semble l'annoncer. Saint-Jean-Pied-de-Port. P-O-R-T. Comme porte. Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied des Pyrénées, nous ouvre le dramatique et légendaire passage du col de Roncevaux.
Avant d'atteindre Roncevaux, le chemin passe par un des points les plus hauts jusqu'à Compostelle. Le voyageur y rencontre les compagnons de route privilégiés de l'alchimiste, le vent et le soleil, dans toute leur puissance. Le souvenir de Roland habite encore les montagnes. C'est, dit la légende, en revenant d'Espagne qu'il dut affronter les Sarrasins. Une stèle rappelle la mort du preux chevalier. Elle se mêle aux petites croix laissées par les pèlerins de Saint-Jacques en signe de leur passage. Le chemin de Compostelle est une œuvre noire. On dirait que le marcheur a entrepris de fatiguer la matière de son corps pour l'ouvrir à autre chose. Mais à quoi ? En parcourant le chemin, en voyant certains signes et monuments qui le jalonnent, le pèlerin de Saint-Jacques trouvera peut-être la réponse. Une réponse que plus de 200 000 voyageurs viennent chercher chaque année. Une réponse que les alchimistes connaissaient sans doute. Après les Pyrénées, les pèlerins passent à proximité de la chapelle de Nattes. Une hâte, les 100 portes, en langue basque. Nattes est, dit-on, une chapelle mortuaire dédiée aux pèlerins qui mouraient sur le chemin. On l'attribue aux Templiers. Le sanctuaire a gardé sa triple enceinte. 3 murs matérialisent les 3 lignes d'énergie qui entourent le centre de tout lieu sacré. C'est comme s'il fallait qu'on passe par le sel, le soufre, le mercure, c'est-à-dire ces 3 principes. On pourrait dire le minéral, le végétal, l'animal, le matériel, le spirituel, le divin. C'est-à-dire qu'on a une enceinte qui nous sort de la matière, une enceinte qui nous amène au spirituel, et enfin la dernière enceinte qui nous ouvre sur le divin, représentée bien sûr par la forme octogonale, qui est Mercure, le messager des dieux. Et le messager, il reçoit la lumière de quelqu'un, il la reçoit quelque part. Et cette lumière, bien sûr, il la reçoit pour nous de Michael, la lumière de Dieu. Michael, Saint Michel, protecteur de l'ordre du Temple et guide des alchimistes. Dans leur chapelle octogonale, certains Templiers pratiquaient peut-être une forme d'alchimie. Cette chapelle est aussi dédiée à Notre-Dame, autre protectrice de l'ordre du Temple. La Vierge de Nattes est sans doute à l'origine une Vierge noire, mais une Vierge couronnée d'or, comme son fils, qui tient un livre peint en noir. Le livre, traditionnellement, et surtout noir comme ça, représente la matière première de l'œuvre. C'est comme si on partait de ce que l'enfant tenait dans une main, qui est la matière première, en passant par la matière vierge, la purification de cette matière, et une fois que cette matière est purifiée, eh bien on arrive à la gerbe de blé, qui est bien sûr le soleil. Le chemin de Saint-Jacques est imprégné d'alchimie. Et comme l'alchimie, il est bien antérieur à Saint-Jacques. La route de Compostelle épouse la voie romaine qui, dit-on, servait à aller chercher l'étain en Galice. Cette voie romaine vers l'ouest succédait au chemin celtique.
qui eux-mêmes reprenaient sans doute des routes plus anciennes encore. Qu'y avait-il à l'origine de si fort pour appeler sur ces routes, pendant des milliers d'années, alchimistes, voyageurs et pèlerins? Serait-ce la quête de cette onde unique que cherchent tous les alchimistes et qui est la source de toute chose manifestée? On aurait l'impression quelquefois de l'avoir animé les champs de blé après Burgos. Castor Erids. Sur les murs de l'église du village, deux étranges bas-reliefs. Une réflexion sur la mort, destinée peut-être aux pèlerins, mais qui parle surtout aux alchimistes. Deux têtes de mort, l'une appelée Mors, la mort, et l'autre Eternitas, l'éternité. Pour que la matière s'illumine, il va falloir qu'elle passe par une mort apparente. C'est un peu comme si on devait dépouiller la matière, on devait la séparer de ce qui était lourd pour que le plus subtil puisse se libérer. Et quoi comme symbole de plus naturel, de plus évident que la mort? Puisqu'on entend dans la langue des oiseaux, c'est l'âme or. C'est-à-dire, c'est libérer l'âme, la partie la plus subtile d'un corps. Au pied de la première tête de mort, un trou, comme un soupirail, mais peut-être aussi une allégorie. Ce trou me fait immanquablement penser à l'Athanor, c'est-à-dire le four de l'alchimiste. Comme dans ce traité du XVIe siècle, d'origine arabe, comme dans les 12 clés de la philosophie de Basile Valentin, ou encore comme dans le Mutus Liber, célèbre traité du XVIIe siècle. Le couple alchimique se sert ici d'un athanor pour décomposer la matière première. Un minerai métallique qui est enfermé dans le four avec du mercure, à l'intérieur d'un creuset hermétiquement clos comme un œuf. C'est l'œuf alchimique. Le dieu Mercure veille sur cet œuf et sur le travail du mercure, qui décompose et purifie la matière première au sein de l'œuf alchimique. Le contenu de l'œuf, vu en coupe, est symbolisé par la cible qui est à gauche du four. À l'intérieur de cet œuf vont se passer les mystérieuses transformations qui doivent engendrer la pierre philosophale, à partir de la mort apparente de la matière première. Pour pouvoir accéder à l'œuf qui est à l'intérieur, justement l'endroit où la matière se dépouille de ses scories, ce qu'on appelle le caput mortem, la tête de mort, eh bien il y a une toute petite entrée qui ressemble étrangement à cette entrée-là, qui semblerait être, en tout cas pour l'alchimiste, vraiment le passage d'un monde à un autre, le passage du vivant au mort. Et ce qui semble confirmer le fait, c'est qu'il y a une autre tête de mort à côté, où est marqué « éternité » cette fois. Et si sur cette tête aurait marqué « éternité », dans la langue des oiseaux, l'éternité, c'est l'éternité, c'est-à-dire l'éther sans la terre. L'éther étant le cinquième élément, la fameuse quintessence qu'on cherche. Si on reprend tout le tableau, on voit la première tête de mort où il y a la mort, on voit ce tout petit passage étroit, et de l'autre côté, on voit l'éternité. C'est exactement la démarche de l'alchimiste. Quand l'œuvre au noir est réalisée dans un creuset ouvert, cette double mort est visible. Dans un premier temps, la matière première est décomposée et purifiée par un feu extérieur. C'est la première mort du métal. Dans un deuxième temps, ce sont les cristaux du métal qui s'ouvrent. Ils libèrent le feu intérieur de la matière. Son feu secret, ses passions, ses émotions. C'est la deuxième mort du métal, celle de son ego, en quelque sorte. Et comme ça continue en dehors du feu.
suis plus dans le feu et la réaction continue. À quel point c'est que je dois avoir du métal liquide. Regardez le temps que ça reste, on voit les gouttes de métal dedans. Ça refond en dehors du feu. Ça prouve que le feu sort là du métal, je suis plus dans le feu là. On va le réactiver. Ça reste rouge. Le métal est devenu immobile. Il a perdu son agitation. On le croirait mort. En fait, il est prêt à accepter la lumière qui va venir en lui pour y faire éclore peut-être cette pierre philosophale qui ouvrirait le chemin de l'éternité. La Meseta. Un grand plateau qui s'étend de Burgos à Léon sur près de 150 km. En été, un véritable athanor pour le pèlerin. Le chemin file vers l'ouest, tout droit, comme pour apprendre la rectitude aux voyageurs. Puisqu'on ne peut trouver la pierre qu'en se rendant droit, qu'en se rectifiant, disent les alchimistes. De nouveaux passages et de nouveaux cols sont à franchir. Le col de la Croix de Fer est un haut lieu du pèlerinage. Il était dédié autrefois au dieu Mercure, Mercure Hermès. La tradition veut que chaque voyageur laisse une pierre au pied de la croix. Les pèlerins abandonnent aussi quelques scories, imitant la matière première dans l'athanor, qui devient de plus en plus légère au fil des étapes de l'œuvre noire. Un ultime col reste à passer avant Saint-Jacques et la Galice, le Cebreiro. Au sommet, un des plus anciens villages du chemin. Dans l'église, une vierge avec l'enfant. Curieusement, l'enfant nous présente une pomme, le fruit défendu. Mais il faut s'entendre sur le terme du fruit défendu. C'est-à-dire, est-ce qu'il est interdit ou est-ce qu'il est défendu? Et s'il est défendu par quelque chose, peut-être qu'on peut mettre les gardiens en défaut, plutôt se les concilier pour pouvoir enfin acquérir ce fruit. C'est le fruit de la connaissance. Un épouvantable dragon est chargé de défendre ce fruit. C'est le fruit des précieux travaux de l'alchimiste, sa récompense. C'est alors une pomme d'or, comme celle que vient cueillir Hercule, image de l'alchimiste dans le jardin des Hespérides. L'alchimiste Michael Mayer consacre le frontispice de son traité « L'Atalante fugitive » à ces célèbres pommes d'or. Atalante, c'est la matière volatile,
que souhaitent fixer les alchimistes. Invincible à la course, elle fut un jour dépassée par son prétendant qu'elle dut épouser. Pour la ralentir, il avait mis sur sa route 3 pommes d'or. 3 pommes d'or que Vénus était allée chercher pour lui dans ce jardin des Hespérides, que certains situent sur une île à l'ouest de l'Espagne. Dès l'instant qu'on arrive en Galice, eh bien, on va complètement vers l'ouest. Et qu'est-ce qu'il y a complètement vers l'ouest ? Eh bien, il y a une île mystérieuse bien connue des Celtes, particulièrement de Merlin, qu'on appelle l'île d'Avalon, l'île des pommes, l'île de la connaissance des choses cachées. Et il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est que cette île, eh bien, elle est invisible aux vivants. Il va falloir faire un chemin initiatique, et ce chemin passe par une mort apparente. Et après cette mort, on embarque sur un bateau, sur un vaisseau secret et sacré, et ce vaisseau nous conduit à cette île. Et là, bien sûr, nous avons la connaissance de toutes les choses cachées. C'est pour ça qu'à la sortie de ce vaisseau, on peut décrypter tous les secrets, c'est-à-dire sortir de la crypte pour trouver la pomme de la connaissance. Dans un autre emblème de la Talente fugitive, un vieillard alchimiste, qui ressemble au docteur Faust, goûte aux pommes de la connaissance. Elles lui apprendront, pense-t-il, comme la pierre philosophale, à vaincre le temps et à trouver le chemin de l'île de l'éternelle jeunesse. Quand on coupe une pomme, si on ne la coupe pas verticalement, mais si on la coupe horizontalement, en l'ouvrant, eh bien on va trouver à l'intérieur une étoile à 5 branches. Et cette étoile à 5 branches, bien sûr, représente la quintessence, ce qu'on cherche. Cette étoile, c'est le chemin de Compostelle. Compost, stèle, la terre de l'étoile. D'autant plus que la direction de la Galice est indiquée par la Voie lactée, qui au Moyen-Âge était appelée le chemin de Saint-Jacques. Et on retrouve Hercule. La Voie lactée lui doit son nom. Fils de Zeus et d'une mortelle, Hercule, qui venait de naître, fut placé par Zeus à côté de sa femme endormie, Héra, pour qu'il boive à son sein un lait qui le rendrait immortel. Mais Hercule mordit si fort le sein de la déesse que ce lait d'immortalité jaillit dans le ciel en gouttes étoilées et forma la Voie lactée. Le chemin de Saint-Jacques abolirait le temps et conduirait à l'immortalité. Ce qui semble se confirmer quand on entre en terre de Galice. À Triacastella, un châtaignier qui a plus de 800 ans. Il a vu passer presque tous les pèlerins de Compostelle. Les habitants du village disent qu'il garde une porte du temps. Le pèlerin va se dire, eh bien maintenant je vais faire mon pèlerinage dans une éternité. C'est un rapport étroit avec l'alchimie, dans le sens où la quête de l'alchimie est la quête de l'immobilité. Et on sait très bien que quand on rentre dans son laboratoire, on franchit aussi cette porte du temps. Et quand on a franchi la porte du temps, eh bien on va sentir une espèce de légèreté. Les alchimistes racontent que si on a un poids, c'est pas parce qu'on est attiré par le centre de la Terre, mais c'est parce que tout autour de nous il y a la lumière. Alors ce qu'on appelle la vraie lumière, bien sûr, c'est-à-dire c'est pas la lumière du soleil, mais c'est tout ce qui n'est pas matière. Donc on peut dire que la lumière exerce une pression sur la matière. Nous, eh bien, on a un poids que parce que la lumière nous appuie sur les épaules. Et on pourrait imaginer que si je deviens transparent à cette vraie lumière, eh bien, la lumière passe à travers moi et j'ai plus de poids. Alors c'est là où la physique rejoint la métaphysique, c'est que
Évidemment, n'ayant plus de poids, eh bien, je pourrais l'éviter, bien sûr. C'est vraiment comme si j'avais franchi une porte de l'agitation vers l'immobilité. On n'a plus aucune notion du temps qui passe, mais bien sûr, plus aucune notion de son propre poids. Et au lieu de marcher sur la route, eh bien, on glisse. Quelques dizaines de kilomètres avant Saint-Jacques, un vieux chêne creux veille sur un calvaire. Le chêne creux, symbole alchimique de la Tanor, le calvaire des chrétiens et les pèlerins parlent du temps, de la mort, de la naissance et du mystérieux chemin de Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. Enfin. Déjà. La cathédrale semble poursuivre, voire achever, l'œuvre de dissolution du pèlerin. Elle en capte les dernières poussières. La cathédrale est un tombeau, celui de l'apôtre Jacques le Majeur, le frère de Jean. Il partit évangéliser la Galice et l'Espagne, en vain. Revenu en Galilée, il convertit le magicien Hermogène et fut décapité sur ordre d'Hérode. La légende dit que 2 de ses disciples emportèrent son corps sur une barque sans voile ni rame. Après un voyage de 7 jours, la barque vint s'échouer sur les rivages de Galice. Les 2 disciples de Jacques déposèrent son corps sur une pierre. Aussitôt la pierre se mit à fondre et prit la forme d'un sarcophage. On voit quasiment une opération alchimique, hein. On le sort de ce vaisseau et on le pose sur une pierre. Et il transforme cette pierre en liquide. Il la liquéfie, il la volatilise. Là, quand ça coulait comme de l'eau, hein. Donc, évidemment, plus c'est fluide, moins il y a de matière dense à l'intérieur. On dit lentement, avec grande industrie, tu sépareras le subtil de l'épais, c'est ce qu'on fait. Là, on a séparé l'épais, il ne reste plus que le subtil. Donc de plus en plus. Et puis ça devient le réceptacle de la lumière, donc un cristal capable de recevoir cette lumière universelle. Alors il faut s'entendre encore une fois sur le terme lumière, hein. Ce n'est pas la lumière visible qui nous éclaire, mais c'est tout ce qui n'est pas matière. C'est-à-dire, c'est même pas une énergie primordiale, puisque l'énergie c'est déjà un mouvement, c'est l'un, l'unité. Et on peut imaginer ensuite eh bien, que l'esprit, et seulement l'esprit, reste à l'intérieur de cette pierre. Parce que cette pierre s'est liquéfiée, et on a fait un contenant.
Et à l'intérieur de ce contenant est seulement resté l'esprit de Jacques. C'est sans doute pourquoi, maintenant, les miracles, si miracles il y a, eh bien, sont devant cette châsse, puisque ça serait un réceptacle de la lumière, presque un espèce de Graal. D'ailleurs, le Graal, dans la racine, vient de Gal, comme Galis, qui veut dire la pierre, le contenant de la pierre. Eh bien là, encore une fois, voilà une pierre qui contient l'esprit. Si je purifie suffisamment cette matière, la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur. Et si cette matière s'illumine, c'est la pierre philosophale. Cristalline et rouge. Un petit peu comme les traces qu'on a ici. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose. Alors il faudrait en prendre un petit peu, puis voir si ça transmute. Le but de la transmutation, ça ne sert pas à faire de l'or, hein. Ça sert à voir que la pierre fonctionne. C'est-à-dire si elle a des vertus transmutatoires, c'est-à-dire qu'elle a des vertus de faire rentrer la lumière dans un corps opaque. Le plomb est un corps opaque. Donc si j'injecte cette pierre à l'intérieur, eh bien elle va injecter de la lumière à l'intérieur du plomb, et par là même elle va changer sa structure. C'est comme quand on fait rentrer de l'eau dans un tuyau d'arrosage sinueux, il devient droit. Et bien là, si je fais rentrer de la lumière à l'intérieur d'un corps chaotique, il va se redresser, il va changer de structure. Et changeant de structure, il va changer de nature. Et donc il va devenir de l'or. Et c'est le seul but de la transmutation, c'est de savoir que la pierre fonctionne. Ensuite, l'alchimiste va l'utiliser pour lui, parce que c'est son but final. Le but de l'alchimie, c'est de se retrouver dans l'unité. Et pour ce faire, il a besoin que la lumière qui est à l'extérieur rentre aussi à l'intérieur de lui. Donc par conséquent, cette pierre, quand il l'aura faite, eh bien il va la prendre. Et s'il la prend, il se rectifie, c'est-à-dire il se rend droit. Et une fois qu'il est rendu droit, la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur de lui et il disparaît sans doute pour retourner dans l'unité. Ça, c'est le véritable but de l'alchimiste, et non pas la transmutation. Le corps de Jacques fut enterré, puis oublié. Mais un jour, bien des siècles plus tard, comme sur le régule de l'œuvre blanc, une étoile apparut au-dessus d'un champ. On creusa et on trouva le tombeau de Saint Jacques. Cet endroit qui s'appelait alors Ilvirde, lieu de passage, devint Saint Jacques de Compostelle. Le champ de l'étoile, dit-on. Campus Stellae. En réalité, l'origine de Compostelle vient des mots latins compositum ella, le lieu où se décomposent les corps, cimetière. Saint-Jacques de Compostelle est un lieu de mort, le lieu de la première mort, la mort des apparences, disent les alchimistes. S'arrêter ici serait succomber dans les apparences. Peu à peu, les alchimistes vont acquérir la conviction que leur matière première ne peut pas être à Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerins pensent, eux, qu'ils sont arrivés. Ils vénèrent le tombeau de Saint-Jacques, touchent le manteau de sa statue, demandent le pardon de leurs péchés et admirent les ors de la cathédrale. On croit qu'on est arrivé, et ça c'est très alchimique. La chose la plus évidente ne va pas être la chose à trouver. C'est-à-dire que oui, il y a de l'or partout ici, oui, il y a une munificence incroyable. On a l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'on est un petit peu ici comme dans une nasse. La seule chose qu'il puisse y avoir, c'est sans doute la trace du pèlerinage bien antérieur, c'est-à-dire pré-chrétien. Et cette trace existe derrière la façade baroque édifiée au XVIIIe siècle. On y trouve le porche roman d'origine. Au pied du trumeau qui soutient la voûte du porche, on rencontre à nouveau Hercule. Venu jusqu'ici, peut-être, dans sa recherche du jardin des Hespérides. Il est très probable qu'il y ait eu un culte à Hercule, et c'est pourquoi, sur le portail dit le portail de gloire, eh bien, on a un personnage barbu qui tient 2 lions sous ses bras.
Et ce personnage ressemble très fortement à Hercule. En plus, le lion étant son animal tutélaire, c'est la maîtrise de la force. Et je pense à la maîtrise des passions aussi. Mais on s'aperçoit qu'il y a 2 trous dans la gueule des lions. Et que l'idée, la maîtrise de la force, eh bien, ça serait de placer les bras à l'intérieur de la gueule du lion. Ensuite, on se retrouvera derrière ce pilier où il y a un autre personnage. Et l'autre personnage, eh bien, c'est Maître Mathieu. C'est celui qui aurait sculpté le portail. Et là, on doit faire toucher son propre front avec celui du bâtisseur pour en acquérir la sagesse. Donc on pourrait tout à fait imaginer que ce n'est qu'un passage ici où on doit apprendre à maîtriser la force et la sagesse. La force par Hercule et la sagesse par Maître Mathieu de l'autre côté. Mais glisser ses bras dans la gueule des lions, c'est entrer en contact avec le monde d'en bas, avec les enfers, selon l'Église. On invite les pèlerins à toucher plutôt le trumeau du portail, qui s'élève vers Saint-Jacques et le Christ. En revanche, l'hommage à Maître Mathieu s'est conservé. C'est comme si on nous disait, eh bien, ce que tu cherches est juste à la porte. Et on n'a rien d'autre à faire. Maîtriser la force, la sagesse, et surtout, la plus grande sagesse, c'est ne vous arrêtez pas là et continuez le chemin dans le plus grand dépouillement pour aller à des endroits qui semblent beaucoup plus simples, mais qui sont sans doute l'aboutissement réel. Saint-Jacques de Compostelle n'est qu'une porte de plus sur le chemin. La matière première ne peut être que dans un lieu premier. Un lieu où tout a commencé, vers l'océan. Les alchimistes et aussi quelques pèlerins continuent donc leur route jusqu'à l'océan, distant d'une 50aine de kilomètres. En approchant de la côte, on trouve une étonnante chapelle. On y remarque un détail que même en Bretagne, cette terre celtique qui évoque la Galice, on ne trouve pas. La croix chrétienne est surmontée du triskel des Celtes. C'est le signe qu'à travers la succession des croyances et des cultures, une connaissance très ancienne a pu persister ici, dans l'ouest de la Galice. Un calvaire indique une source sacrée. Sacrée depuis très longtemps, depuis bien avant le christianisme sans doute. L'eau sort de la pierre, ou la pierre de l'eau. Après la chapelle, les voyageurs rencontrent la route des dolmens. La Galice abrite des milliers de sites mégalithiques. Ils sont âgés de plus de 5000 ans. Et de ce lointain passé, ils rapportent un message essentiel aux alchimistes. Il est encore en lien avec la nature. Donc il est bien à sa bonne place. Alors après le rituel pour le faire fonctionner, ça c'est autre chose. En tout cas il est encore en prise. Écoute.
les civilisations mégalithiques, ne serait-ce que la manière dont ils situent les dolmens et autres, prouve une connaissance peut-être empirique des lignes du monde et de la manière dont elles fonctionnent. Donc si on avait la possibilité de canaliser ces lignes-là, eh bien on a toute l'énergie de la Terre. Alors l'idée, c'est de se mettre en communion avec la Terre. Ça, c'est ce que les anciens ont fait, directement dans tous les sites mégalithiques. Et ça s'est transmis à travers une iconographie, à travers des textes, à travers des grimoires. Pour l'alchimiste, ça fait pas l'ombre d'un doute. À proximité de ces mégalithes, on découvre les vestiges de nombreux villages celtes. Les Castros. Ils sont bien plus récents, 500 ans avant notre ère. Mais leurs habitants ont sans doute repris les croyances et les connaissances des hommes du néolithique. Autant maintenant on est coupé de la magie du monde, autant à cette époque-là, eh bien, il y avait que ça. Des gens qui venaient s'installer dans des endroits qui étaient plus ou moins hostiles, en sachant que bien sûr ils devaient satisfaire aux besoins essentiels, manger, dormir, se protéger. Mais ils étaient aussi face à une nature qu'ils ne comprenaient pas. Donc ils ont utilisé des intercesseurs, ils ont utilisé les dieux, ils ont utilisé les lieux, ils ont utilisé les forces de la nature. Alors nous on s'est coupé de tout ça parce qu'on comprend tout maintenant. Mais comme eux ne comprenaient rien, eh bien jamais il y a eu peuple si proche de leur Dieu. Donc on ne peut pas imaginer que le pèlerinage s'arrête à Saint-Jacques. Les vraies cathédrales sont celles-là. Celles à ciel ouvert, avec les véritables colonnes qu'on a autour de nous. La seule liturgie qu'on va avoir ici, c'est la musique de la nature. Et ça se mérite. C'est-à-dire que pour ça, on l'écoute, on l'attend. Là, il ne se passe rien, c'est le silence. On sent qu'il va se passer quelque chose. On commence à sentir des prémices. Voilà, ça monte tout doucement. Voilà. Et là, on sent la vague qui monte. Voilà, elle arrive. On invoque le feu, on invoque l'eau, on invoque l'air et on invoque la terre. Donc on vit toutes les forces de la nature, tous les animaux du lieu, tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas. On a la sensation de pouvoir discuter avec les éléments et de ne pas les subir. L'océan. Tout au bord de la mer, un autre castro mystérieux, Baronia. Juste en face, à flanc de colline, des rochers gravés il y a 4 ou 5 000 ans. Des dessins géométriques, des animaux, le soleil, des cupules creusées dans la pierre. Un site sacré dont l'enseignement semble avoir été repris beaucoup plus tard par les habitants de Baronia. À leur tour, ils ont fait vivre dans les pierres qui dominent leur village la plus ancienne tradition initiatique. Le castro de Baronia représente
exactement le cheminement métaphysique de l'alchimiste. On sait très bien que l'alchimie, c'est la transformation de la matière, mais c'est surtout et avant tout la transformation de l'alchimiste. Et quoi de mieux que de vivre cette transformation? On s'aperçoit qu'il est composé de 3 parties. Une partie arrondie, plutôt femelle, une partie avec des pointes, plutôt mâle, et puis une dernière partie où on va avoir un chemin caché, et ce chemin caché eh bien, va nous conduire vraiment sur le haut. On sent qu'il y a vraiment une progression. Dans la première partie, où on voit ces constructions rondes, on s'aperçoit qu'il y a une pierre percée, et que cette pierre est vraiment enveloppante, vraiment féminine, à tel point c'est qu'on peut s'asseoir à l'intérieur. On se sent entouré, presque comme à l'intérieur du ventre de la terre ou d'une mer. On va voir qu'il y a un trou, et il est très facile de se laisser glisser par ce trou. On s'aperçoit même qu'au milieu, c'est usé. Donc renaître à l'intérieur de cette pierre, évidemment quelque chose de très symbolique et de très effectif. Et après cette renaissance, on va à la partie mâle. Et là, on va voir des gardiens de pierre, qui ressemblent d'ailleurs étrangement à des lézards ou à des serpents. Et ces gardiens de pierre entourent une faille. Et de cette faille, périodiquement, jaillit de l'eau. On a vraiment l'impression d'avoir une force active, d'une force mâle qui nous fait jaillir. Et en continuant notre chemin par la droite, on va trouver un chemin caché, on ne le voit pas de prime abord, qui va faire le tour de cette presqu'île. Et en arrivant derrière, on va avoir cette fois le ciel. Le ciel et la mort, avec dans la pierre l'empreinte d'une sorte de sarcophage. On a l'impression d'être parti de l'intérieur de la Terre, avoir vécu dans la partie active et mourir maintenant à notre vie terrestre pour toucher la lumière. Alors ça va tellement loin que si on continue ce chemin, eh bien on va aller le plus à l'ouest possible de ce castrum, et là on va voir un siège. Et ce siège, il est tourné vers la mer. Un guetteur était placé là en permanence, comme s'il attendait quelque chose. Peut-être les mystérieuses légendes, les mystérieuses histoires venant de la mer, en espérant que le savoir venant d'Avalon eh bien, était toujours disponible. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très ancien qui viendrait de l'ouest, toujours cette île mystérieuse, et que de cette île mystérieuse, eh bien, quelque chose ou quelqu'un ou un souvenir sont arrivés jusqu'à nous. Dans toutes les légendes, toutes les histoires, la connaissance est donnée par un peuple curieux, mystérieux. On va parler de lézards, on va parler de serpents. Il n'y a pas une culture. Le christianisme, c'est le serpent qui donne la pomme. Merlin, c'est le dragon. Les Chinois, c'est le dragon. En Amérique, c'est le serpent à plumes. Donc on a un curieux rapport entre les lézards et les serpents qui aurait donné la connaissance aux hommes. Et donc, parmi tous ces savoirs, les secrets de l'alchimie. Ce que suggère Hermès et son caducée, omniprésent dans tous les traités. Dans la deuxième des 12 clés de la philosophie de l'alchimiste Basile Valentin. Ou dans cette autre gravure qui illustre le trépied d'or de Michael Mayer. L'alchimie viendrait de civilisations lointaines, disparues, englouties, antérieures à tout ce que l'histoire a retrouvé. Une légende raconte que dans la baie de Noia, tout près de Baronia, Noé, à la fin du déluge, vint s'échouer avec son arche sur le mont Haro, au-dessus de la petite ville de Noia, qui doit son nom à Noé.
souvenir d'un cataclysme antique. Comme autrefois à Baronia, dans le cimetière de Noia s'est perpétué un rite de mort et de naissance. Une étrange tradition guide des pèlerins de Compostelle vers d'anciennes pierres tombales. Ils en choisissent une qu'ils dédient à eux-mêmes, à cette partie d'eux-mêmes qu'ils ont laissée tout le long du chemin de Saint-Jacques, qui se termine dans la mer. N'est-ce pas dans la mer qu'on trouve les coquilles Saint-Jacques ? À Mouchia, au cœur de cette côte de Galice qu'on appelle la côte de la mort, c'est encore une barque qui, après celle de Noé et avant celle de Jacques, vint s'échouer sur la grève. Une barque de pierre, dit-on, qui amena la Vierge Marie pour aider Saint Jacques à convertir les Galiciens, car les croyances païennes résistaient. Depuis, on croit voir encore sur le rivage quelques morceaux de cette barque de pierre. Et pierres miraculeuses, bien entendu. Toutes ces barques et toutes ces pierres laissent deviner que la matière première des alchimistes n'est plus très loin. Elles disent qu'il faut trouver une plage qui puisse recevoir cette matière première, qui viendrait elle aussi de la mer. Ou là où la terre se finit, à Fisterra par exemple, près du cap Finistère, pas très loin de Mouchia. Mais quelle plage! La plage du Croissant, dit-on. Une plage particulière près d'un village perdu aux confins de la Galice, Hermé de Succio, où l'alchimiste pouvait reconnaître le nom d'Hermès dans la langue des oiseaux. Hermé de Succio, en galicien, le jugement du sage. C'est donc au jugement du sage que l'alchimiste termine son voyage de Saint-Jacques. Alors on est à la fin du pèlerinage, à l'endroit où la terre se finit. Et à l'endroit où la terre se finit, eh bien, on doit trouver le croissant. Et le croissant, il est juste derrière moi. À chaque fois qu'en alchimie on parle de croissant, ça a deux acceptions. Soit c'est une opération croissante, ça veut dire aller croissant. Soit c'est un lieu. Et là il se trouve que c'est un lieu qui ressemble à un croissant, à une anse. Le cherchant allait sur cette plage particulièrement pour retrouver quelque chose qui était rejeté par la mer et qui lui permettait enfin de commencer son œuvre. Quand on regarde cette plage, on s'aperçoit qu'il y a un courant qui arrive juste dessus. Et il est très probable qu'il y ait un massif métallique en mer et que sur ce massif, par le courant, il y ait un certain métal qui soit arraché. Et ce métal est roulé et arrive sur la plage, ou arrivait sur la plage. C'était des nodules polymétalliques. Donc sulfure de fer, sulfure de cuivre ou des sulfures d'antimoine.
il paraît, mais c'est très probable, que ce soit la matière première de l'œuvre. En tout cas, à la voie occidentale, tout ce qui est décrit dans tous les textes, c'est que la matière première est bien l'antimoine. L'aspect extérieur, ça a l'air d'une croûte sans signification, un caillou comme un autre, peut-être un minerai de fer. Donc il faut trouver le secret qui est à l'intérieur finalement. C'est ce qui permet de faire l'œuvre alchimique. On peut le faire à partir de plusieurs matières, mais la matière la plus usitée ici, en Occident, c'est bien l'antimoine. Théoriquement, on pourrait partir de n'importe quoi, puisque tout est tissé de lumière finalement. C'est comme un arbre. De chaque feuille, on pourrait revenir au tronc. Mais il y a des branches plus faciles. Et une des branches plus faciles, c'est vraiment l'antimoine. Cet antimoine, on peut le trouver ailleurs en Europe. Mais ici, il a un prix particulier. Il est chargé de tout ce que nous a apporté ce voyage. On a fait la moitié. On a appris la philosophie de l'œuvre. On a trouvé quelques modes d'emploi. On a travaillé sur nous-mêmes et on a trouvé la matière première de l'œuvre. Alors maintenant qu'on va prendre cette matière première, on va la remonter pour pouvoir la travailler. C'est la première matière, celle qui est née tout au bout justement, au bout de la terre et au bout du temps. Cette matière est donc la fenêtre qui nous permet d'ouvrir notre univers pour trouver la lumière. Au Cap Fistera, à côté de la plage du Croissant, arrivent aussi chaque soir des pèlerins de Compostelle. Comme si Saint-Jacques, pour eux non plus, n'était pas la véritable fin de leur chemin. Le mouvement de la marche est terminé. L'immobilité est retrouvée. Les pèlerins semblent renouer avec les antiques cultes solaires. Chaque jour d'été, ils sont des centaines à venir contempler la disparition du soleil. C'est l'endroit où les voyageurs laissent leurs dernières attaches. Dans une sorte de testament, certains confient leurs pensées au reste du jour. D'autres consument quelques souvenirs de la route. Et tous laissent s'accomplir l'œuvre du soleil. Alors il ne reste plus pour les alchimistes
qu'à s'en retourner. Mais sans se retourner, en allant tout droit devant eux, en traversant la mer des sages, la mer des philosophes, dit-on dans les grimoires. La mer. D'où semble venir Mercure avec ses 2 serpents. On dirait aussi qu'il apporte l'antimoine, car l'antimoine, comme la Terre, a pour symbole un cercle surmonté d'une croix. La mer, une image de la matière devenue liquide dans le creuset. Elle va donner naissance au régule, au petit roi, mais peut-être bientôt au grand roi, à la pierre philosophale, comme le montre la couronne d'or de ce souverain dans la Talente fugitive. Alors l'alchimiste aura découvert l'île de la connaissance. Là, on est encore dans l'œuvre en noir, dans la purification. Quand l'étoile apparaîtra, on sera à l'œuvre au blanc, et quand la lumière descendra à l'intérieur de la matière, ce sera l'œuvre au rouge, et cette fois, l'œuvre sera terminée. Pour cela, on devra apprendre quelques modes d'emploi précis. Dans la 6e étape, à Paris, nous les déchiffrerons avec Nicolas Flamel, qui avait fait le voyage de Saint-Jacques. Puis nous les décrypterons sur ces îlots de connaissances que sont les églises et les cathédrales qui émergent dans les villes au-dessus des toits. Et dans notre 7e étape, à Notre-Dame de Paris, nous verrons comment se réalise la pierre philosophale.